À Charles, tu es le pilote le plus talentueux que j'ai croisé en 15 ans de Formule 1. Ne le gâche pas, mais peu importe ce que tu fais, sois sûr d'être heureux et de sourire. Merci pour tout. Ce message signé de Sébastien Vettel sur un de ses nombreux casques qu'il a échangés est destiné à Charles Leclerc. Non seulement cela montre le profond respect entre les deux pilotes, mais aussi qu'un grand champion sait en reconnaître un autre, que ce soit professionnellement ou personnellement. On connaît la vitesse de pointe de Charles Leclerc, poleman déjà à 20 reprises en moins de 6 saisons, 27 podiums pour 5 victoires. Oui, le monégasque est rapide, mais voilà qu'il est actuellement dans sa 5e saison pour la plus prestigieuse des écuries de Formule 1, et pour l'instant, aucun titre à l'horizon. Je dirais même que malheureusement, on en est encore loin, tant 2022 a été une première tentative qui s'est finalement effritée effroyablement tôt dans la saison face à Red Bull. Entre faute de l'équipe et faute personnelle de Charles Leclerc, rien n'est encore assez bien pour prétendre au titre pour le moment. On connaît tous la passion de Charles Leclerc pour Ferrari et son objectif de gagner, oui, mais de gagner en rouge. Est-ce que derrière ce ne le gâche pas de Sébastien Vettel ne se cache pas un conseil un peu subtil de ne pas s'acharner si ça ne fonctionne pas avec Ferrari? Alors la question se pose, est-ce que Charles Leclerc peut devenir champion du monde avec Ferrari ou est-ce une cause déjà perdue, comme certains pourraient le dire? Charles Leclerc est rapide, ça se voit et ça se confirme aussi dans les résultats. Il a été très, voire trop performant dès son arrivée chez Ferrari face à un Sébastien Vettel un peu en bout de course avec une voiture et une équipe que l'Allemand n'a jamais réussi à faire fonctionner parfaitement. Aujourd'hui, Charles Leclerc avec Lewis Hamilton sont les seuls à avoir enlevé une pole position au Red Bull cette saison. Sur un tour, Charles envoie absolument tout, quitte à se sortir comme à Miami en Q3, ou à Zandvoort dernièrement. Mais quand il doit aller chercher le chrono, il est capable d'aller chercher ce petit plus que d'autres n'ont pas, et parfois ce petit plus est un petit trop. Alors c'est pas pour rien qu'il compte 20 pole positions en carrière, il a fallu attendre presque 4 saisons chez Red Bull à Verstappen pour qu'il prenne enfin sa première pole, à titre de comparaison. Et à l'époque, la Red Bull, elle était capable de jouer la pole position, peut-être pas à tous les grands prix, mais elle était dans le coup quand même la plupart du temps. Bon, et si on commence à regarder un peu le positionnement en piste de Charles Leclerc, on peut effectivement lui attribuer de très grandes qualités, mais il lui manque encore quelques gros morceaux entre guillemets pour être au niveau de Verstappen aujourd'hui, qui reste la référence maintenant, avec évidemment un peu Lewis Hamilton. Je m'explique, sinon vous allez me foudroyer. En fait, je trouve que Charles Leclerc a une créativité dans ses attaques et ses positionnements en piste que personne d'autre en F1 n'a de mon point de vue. Il a une agressivité à la fois phénoménale et toujours à la limite de l'acceptable. Rarement on a vu Charles Leclerc mettre dehors 2 voitures dans une attaque un petit peu trop optimiste lors d'une bataille en pleine course. Il y a toujours eu des petits contacts par-ci par-là, mais il n'a pas sorti 2 caisses d'un coup sec, quoi. Alors plus d'une fois, j'ai eu les sourcils qui se sont levés en voyant Leclerc effectuer un dépassement où dans 99% des cas avec d'autres pilotes, ça ne se serait pas passé parce que tout simplement, l'attaquant n'est pas aussi fou, dirait-on. Peut-être que parfois Charles est un peu trop optimiste. Le style d'attaque des Leclerc est spectaculaire, ça se retrouve de manière encore plus agressive chez son frère Arthur, surtout du temps de son passage en FIA F3, et la défense en est de même. Les Leclerc, ça y va, couteau-gorge, la totale, quoi. Charles est capable de mettre la voiture sur le fil du rasoir, comme on dit, instantanément pour garder sa position à l'extérieur, même si y a des marbles, s'il y a de la saleté, etc. S'il veut défendre, il arrivera à le faire jusqu'au bout dans des conditions où la plupart des pilotes pourraient se sortir. Et dans les batailles, on l'a vu à plusieurs reprises avec Verstappen, que ce soit d'ailleurs en 2019 avec des contacts roue contre roue, pour notre plus grand plaisir peut-être, je sais pas, puisque let them race comme on disait à l'époque, ou en début d'année dernière, où ça se rendait des manœuvres de karting à plus de 300 km/h, il est intelligent dans la manière de se positionner pour prendre l'avantage, il réfléchit un petit peu plus loin que le prochain virage. Bref, l'art du positionnement en piste, l'attaque, la défense, Charles est un excellent pilote de ce point de vue-là, on ne peut pas dire le contraire. En revanche, sa vitesse lui joue parfois des tours. On va pas faire la liste de toutes ses fautes directes, mais on se rappelle bien évidemment de la qualif à Bakou en 2019 quand il la met dans le mur, du GP de France 2022 bien évidemment, Monaco en qualif aussi,
d'Imola 2022 à moindre mesure, et plus récemment Miami ou Zandvoort par exemple. On peut donc se poser la question assez légitime, est-ce que Leclerc en veut trop? Ou est-ce que la voiture n'a pas les capacités qu'il lui faut à lui? Et la réponse est forcément un petit peu entre les deux. Il joue contre un 21e adversaire parfois, sa propre équipe et son ingé de course. Un ingénieur de course, ça doit former un tandem avec le pilote absolument parfait, un petit peu comme dans Pacific Rim. C'est un peu deux humains qui dirigent une grosse machine, si vous préférez. L'ingé de course, il doit dégager la voie par la stratégie pour que son pilote puisse avoir le rythme qu'il faut pour mener à bien toute l'opération. L'ingé de course, il doit avoir les questions et les réponses avant même que le pilote n'ait à y penser. C'est les yeux et les oreilles sur le reste du circuit. Et alors évidemment, le pilote nourrit d'informations son ingénieur de course sur ce que est capable de faire la voiture, comment il sent les choses et les réflexions que lui peut avoir aussi. Ils doivent être presque alignés de manière un peu subconsciente, entre guillemets, sur la réflexion et le déroulement de leur course. Alors c'est généralement le cas pour Hamilton et son ingé Bono, ou pour Verstappen et Lambiadze. Ça se respecte, chacun sait quand l'autre doit laisser de la décision finale pour le bien du tandem, bref, c'est plus ou moins fluide selon certaines situations. C'est toujours plus fluide quand on gagne que quand on gagne pas. Évidemment, on n'écoute pas toutes les conversations radio, mais globalement, on sent que ça se passe plutôt bien entre Hamilton et Bono, et puis Lambiadze et Verstappen. A contrario, le tandem Charles-Xavi, on a eu maintes et maintes fois des communications où on a l'impression que le pauvre Xavi débarque. Alors je pense que c'est clairement pas le seul responsable, puisqu'un ingé de course doit gérer plusieurs flux de communication en même temps dans les oreilles, en plus d'être vraiment attentif à ce que son pilote dit. Et malheureusement, le nombre de ratages est assez gros depuis que les deux sont ensemble en 2019 chez Ferrari. Alors entre les questions dont la réponse paraît tellement évidente qu'il ne faudrait pas la poser, ou les trop nombreux « I'll come back to you », au bout d'un moment, ça fait peut-être un petit peu trop. Ça fait état d'un souci peut-être de préparation. Je pense pas que son ingé de piste soit mauvais en tant que tel. Il y a certainement un problème de communication sur lequel il travaille depuis quelques saisons. Peut-être un problème de pression, mais j'ai tendance à trouver que c'est un peu trop facile comme excuse, j'allais dire. Autrement, Xavi, je pense qu'il serait en dépression. Si c'était un problème de pression, là ça fait 5 ans, la grosse dépression. Là. Je pense qu'il doit avoir quelques cheveux blancs maintenant. Alors je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense que Charles manque d'autorité sur son équipe et sur la prise de décision finale pendant certains moments un peu importants. Carlos Sainz a déjà commencé à capter et à prendre des initiatives pour être bien plus ferme avec son équipe. Et Charles, on a l'impression toujours qu'il est un petit peu trop gentil. Là où la plupart d'entre nous, on aurait fait « mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Machin ?» On aurait pété des câbles. Alors on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est inhérent à Ferrari? Où on a cette impression qui dure depuis Vettel, qui donnait déjà des devoirs et des problèmes mathématiques à résoudre à son ingé pendant que lui roulait à 300 km/h, qui gérait les pneus, le trafic et j'en passe. Et je suis presque même sûr que du temps d'Alonso, c'était aussi le cas où Alonso pétait des câbles face à ce qui se passait dans l'équipe chez Ferrari. Est-ce que ça dure depuis trop longtemps? Peut-être. Alors l'équipe fait des erreurs stratégiques, toujours, peut-être un petit peu moins dernièrement. L'ingé de Charles fait aussi probablement trop de bêtises sur le timing pour prévenir son pilote, que ce soit sur la ligne de safety car, sur le trafic derrière, etc. Bref, globalement, en fait, ça manque quand même de rigueur chez les rouges. Et c'est très clairement là où on attend Fred Vasseur, nous, spectateurs. Ça fait 6 mois qui sont passés depuis son arrivée dans l'écurie. Donc, des grosses décisions, on devrait commencer à en voir, et ça va continuer même sur 2024. Est-ce que l'une d'elles concerne le tandem Charles Leclerc-Xavi? On verra. Xavi, c'est évidemment le surnom de l'ingé de Charles Leclerc. Et quand je vois les progrès chez Williams depuis l'arrivée de James Valls, je me dis que tout est possible. Faut juste bien bosser, et à mon avis, c'est le cas chez Ferrari. Faut pas trop en douter. Du moins, j'espère. Les restructurations vont bon train en Formule 1. Aston Martin avait commencé en 2021 et même un petit peu avant, du temps de Racing Point, depuis que Lawrence Stroll est arrivé si vous préférez. McLaren l'a fait en début d'année sur la partie technique, sur le directeur technique, etc. Alpine, bon, voilà. Et Ferrari rebelote après l'ère Arriva Bene Binotto, que je mets plutôt ensemble parce que je trouve qu'il y avait une sorte quand même de continuité tout de même dans le projet.
Mais bon, il y a eu quand même le problème des moteurs 2019, quoi. Alors, il y a des mouvements dans le staff technique. Certains vont arriver fin 2023, d'autres mi-2024 et d'autres pour débuter en 2025. Bref, globalement, Ferrari, comme toutes les autres équipes, joue un peu les poursuivants derrière les inarrêtables Red Bull. Est-ce que sur 2024 et 2025, on verra un championnat plus serré, voire qui basculerait chez une autre équipe que celle du Taureau Rouge? Seul l'avenir nous le dira. Je pense que ça se rapprochera, mais ce sera toujours pour Red Bull à mon avis. Alors les chances de jouer le titre sont loin d'être certaines pour le moment, mais ça ne veut pas dire que 2024 et 2025 sont des saisons complètes d'attente et uniquement de construction, comme le soulignait d'ailleurs Fred Vasseur dans la presse un petit peu avant Zandvoort. Mais du coup, la question se pose pour les deux pilotes dont le contrat arrive à échéance fin 2024. Encore ou stop? L'avenir de Sainz est un petit peu dépendant de l'avenir de Charles Leclerc, on en reparlera je pense dans une prochaine vidéo, mais tant que Leclerc est chez Ferrari, c'est lui le numéro 1, qu'il soit sous-entendu ou qu'il soit annoncé. C'est un peu l'enfant de Ferrari, comme les Verstappen chez Red Bull. Ne pas soutenir Charles, c'est presque se tirer une balle dans le pied. À force de pas oser le faire, on risque de se planter chez Ferrari. Alors aujourd'hui, pour l'instant, Sainz est à égalité de Leclerc parce que pour le moment, les deux ne jouent pas le titre de champion du monde ou même pour le titre constructeur. Ils font progresser l'équipe vers cet objectif commun, donc tout se passe plutôt bien. C'est comme chez Alpine avec Ocon et Gasly, les deux ont cet objectif commun-là. On verra quand il s'agira de se disputer le titre, là oui. Donc, quand viendra la bataille du titre, faudra avantager l'un ou l'autre, et ça pourrait bien tourner à l'avantage de Leclerc, mais à une condition. Qu'il s'améliore encore pour être numéro 1 de fait et non pas de droit. Et avoir deux coqs dans le poulailler, généralement ça fonctionne pas bien. Leclerc veut gagner avec Ferrari, c'est son objectif depuis tout petit, mais le temps s'écoule. Il est encore jeune, il a les bons pions qui se mettent en place avec l'arrivée de Fred Vasseur et les divers recrutements qui sont déjà bien entamés. Il faut se tenir et croire encore une fois dans le projet. Voir Leclerc étendre son contrat n'est donc qu'une question de temps. Les diverses rumeurs d'un départ ne sont là que pour faire une sorte d'effet de levier, augmenter peut-être le nombre de zéros sur le contrat, même si elles peuvent être fondées ces rumeurs. Mais je suis pas certain que ça intéresse tant Leclerc que ça. En revanche, là où il va y avoir une vraie discussion, c'est le nombre de saisons sur le contrat. D'ordinaire, on part sur un contrat de 3 voire 4 années, 5 lorsque le pilote est jeune et prometteur et que le projet est en marche, comme le contrat actuel, je crois qu'il a avec Ferrari. Donc voilà, et puis tu as toujours 1 ou 2 années en option activable selon certaines conditions. De mon point de vue, Leclerc et son entourage vont probablement tenter de négocier des clauses de sortie et un contrat un petit peu plus court, dans le cas où 2026 ne porterait pas ses fruits. Et ça, c'est juste pour le bien de la carrière de Charles Leclerc. Et les plus grands pilotes se sont heurtés au challenge Ferrari. Vettel, Alonso, Gilles Villeneuve ou encore Jackie X par exemple, pour ne citer que. Ça ne concerne pas que l'histoire moderne de la Formule 1, mais ça se répète quand même beaucoup depuis plus de 15 ans maintenant et les derniers titres de champion du monde entre Raikkonen et puis 2008 avec le titre constructeur. Charles Leclerc a un talent que Sébastien Vettel n'a jamais vu ailleurs et même si on en est encore loin, on sent quand même une petite sorte de gâchis d'avoir un pilote si bon à qui on ne donne pas ce qu'il faut pour s'améliorer et briller. Mais c'est le cas de plein d'autres pilotes en Formule 1, c'est juste que lui est vraiment dans la lumière. Je dirais même la lumière rouge. Plus qu'un choix de carrière rationnel, Charles Leclerc pilote avec Ferrari par émotion et probablement pour l'histoire. La deuxième chance du projet Ferrari-Leclerc sera probablement lancée à sa signature de contrat pour les prochaines années. La vraie question, c'est à quel point Leclerc porte Ferrari en amour pour continuer au-delà de 2026, 2027, etc. si ça se passe pas bien. Du coup, bien à Fred Vasseur et Ferrari d'être à la hauteur du challenge et surtout à Charles de bosser pour être à la hauteur de l'histoire de Ferrari et continuellement de s'améliorer. Dans tous les cas, les deux parties ont du pain sur la planche. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Charles Leclerc arrivera à être champion du monde avec Ferrari un jour ?